cette définition, ça va me permettre de faire des commentaires. Donc, je m'excuse. La recherche de transparence et de crédibilité dans les opérations électorales a conduit le législateur à penser à la confession de listes électorales. Conduit le législateur à penser à la confession de listes électorales avec des outils modernes qui, bien utilisés, peuvent garantir la fiabilité et l'exactitude des élections. C'est dans cet esprit que le législateur béninois a prévu l'informatisation de la liste électorale. En effet, pour lutter contre la récurrence des fraudes électorales, le vote des mineurs, le vote des étrangers, les doubles votes, et éviter les fréquentes remises en question de la fiabilité des listes électorales lors des divers scrutins, le législateur a décidé qu'il est nécessaire, voire indispensable, de mettre en place une liste électorale fiable. C'est pourquoi l'article 11 de la loi 2018 du 3 janvier 2001 portant règles générales pour les élections en République du Bénin stipule: les listes électorales sont permanentes et informatisées. Elles doivent faire l'objet d'une révision avant toute élection, sauf si celle-ci intervient moins de 6 mois après la précédente élection. Maintenant, on dit, alors, et ce qu'on faisait avant, c'est quoi? Pourquoi vous parlez de liste électorale? Est-ce que ce n'est pas une liste électorale? Ce qui se faisait avant, nous on appelle ça des inscriptions volontaristes. C'est des inscriptions volontaristes parce que l'électeur peut se rendre au bureau de recensement comme il peut ne pas le faire. Lorsqu'on parle d'une liste électorale, après la première étape qu'est la cartographie censitaire, le recensement porte à porte, on fait ce qu'on appelle un ratissage. Vous êtes dans votre ménage et on vient vous recenser. Alors qu'avant, vous vous rendez au poste de recensement. Vous pouvez le faire, comme vous pouvez ne pas le faire. C'est pourquoi les statisticiens intitulent ça inscription volontariste. Alors, c'est quoi la LEPI? La liste électorale permanente informatisée est d'abord un instrument de gestion et d'organisation de tout processus électoral, élection de tout niveau, référendum, consultation populaire, élection présidentielle, élection législative, élection locale, établie, contrôlée et gérée dans la transparence au moyen de l'outil informatique. Alors, comment se réalise la LEPI? La LEPI a 3 pieds. La LEPI se constitue autour de 3 composantes essentielles. Il y a ce qu'on appelle la base de données géographiques. Et cette base de données géographiques est issue de ce qu'on appelle la cartographie censitaire. Cartographie entre 2 recensements. Cartographie censitaire. Et il y a la base de données des électeurs et enfin l'enregistrement. Alors la base de données géographiques comprend une série exhaustive de cartes à l'échelle la plus grande des îlots, des villages et des villes où peuvent se retrouver une schématisation des bâtiments et des habitations. Alors pourquoi on a dit qu'on a réalisé une LEPI alors qu'ils se sont arrêtés au niveau des arrondissements et au niveau des villages et au quartier de ville, on ne voit que des points. 2. Lors de la prise des coordonnées géographiques, pourquoi on a confié ça à des gens qui ne sont pas formés? Et ils ont envoyé tous les villages dans les pays voisins, au Nigeria, au Libéria, partout. On va voir ça tout à l'heure. Deuxièmement, c'est une identification de toutes les infrastructures commerciales, routières, administratives. Parce que, sur la base de cette cartographie, le maire peut sortir ce qu'on appelle la carte scolaire et éviter les effectifs pléthoriques. Ah, ici, on peut installer une école. Là, on ne peut pas le faire. Les cartes sanitaires, on peut demander au maire, est-ce que nous pouvons trouver 500 hectares de terrain exploitable? Mais le maire regarde sa carte. Et là, le maire peut vous le dire. Donc, lorsque les 3 phases sont agencées et ont fini, ce n'est pas seulement l'État central qui l'utilise, c'est les élus locaux, c'est la police. Au-delà d'un outil de gestion des élections, on a dit que c'est un outil de développement. C'est ça qui a fait qu'on dit qu'il faut le laisser. Non, avant que ça ne soit un outil de développement, il faut respecter les normes. Donc, on donne aussi des codes. Des codes. Si vous n'avez pas les codes, ceux qui ont évolué au recensement porte-à-porte, pourquoi ils ont fait un recensement sélectif? Parce qu'ils n'ont pas les fonds de carte, ils n'ont pas les codes. Des codes pour donner une idée aussi précise des densités démographiques.
Parce que lorsque je sais que C1, il y a 100, et vous me dites qu'il y a 400, je vais vous demander est-ce que ces habitants sont nourris aux hormones? Pourquoi en 2 ans, la population a doublé, alors que le temps de doublement de la population, c'est minimum 25 ans? Donc, le fichier géographique électoral facilite les discussions sur le découpage électoral ou ses modifications. Il facilite l'organisation des scrutins, surtout la distribution du matériel. Parce que ça nous permet de connaître la masse de travail à faire. Et ça évite d'aller voter sous les arbres. C'est pour ça, surtout, qu'on organise cette phase. Il permet également une visualisation rapide des résultats. Parce que lorsque je connais, j'ai mes codes, je sais que là il y a 400, là il y a 600, on m'a dit que j'ai 80. Et là où il y a 200 et 100, le monsieur à 50, il a dit qu'il a gagné les élections. On dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Quand même, 800 plus 600, 1400 fois 0,8, vous voyez ce que ça fait? Et 200 plus 100 fois 0,50, vous avez gagné. On appelle ça de la myopie politique. Donc, la phase de base des électeurs, la base de données du moins des électeurs, elle est constituée des informations qui identifient les électeurs, à savoir le nom, les prénoms, la localisation et les variables liées au droit de vote. Tout à l'heure, M. Zosso a dit, dans la base, il y a plus de 2 millions de personnes qu'on n'a pas pu identifier l'âge ni le nom. Et Clotaire l'a dit, pourquoi c'est comme ça? C'est sur la base du témoignage. Est-ce que tous ceux-là sont des enfants du ménage? Oui. Mais le monsieur qui ne l'a pas formé, il donne les points. On a dit, Bakari Amadou, c'est quoi? Bakari, là, on peut lui poser la question si on est bien formé. Donc, le fichier des électeurs est une condition sine qua non de la démarche d'appariement des données géo-administratives, fichiers géographiques et des données personnelles sur les électeurs. Lorsque nous on parle d'appariement, c'est comparaison par pair. Lorsque tu prends l'autre, tu compares à l'autre pour voir si c'est effectif. Si c'est bien réalisé, on fait l'appariement et on sait. Et c'est ça qui installe la LEPI. Maintenant, l'enregistrement, c'est vrai que l'enregistrement n'est pas obligatoire. Et c'est ça qu'il veut dire lorsqu'il parle de 83%. Comment vous pouvez dire que l'enregistrement qui n'est pas obligatoire, au moins le recensement est obligatoire, on va vous recenser. Mais l'enregistrement qui n'est pas obligatoire, vous dites que les gens sont partis à 83%, ne peut que dire, les Béninois sont gentils, ça. Sur 100 de 18 ans et plus, 80 sont partis se faire enregistrer. Et pourquoi vous dites que la LEPI est mauvaise? Ah non, c'est vrai qu'on doit leur parler. Il faut dire qu'on ne parle pas de la même chose. C'est pas vrai. Donc, l'enregistrement des électeurs consiste en une opération d'inscription volontaire des électeurs potentiels âgés de 12 ans au moins et qui ont été recensés lors du recensement porte-à-porte. Il se déroule dans des centres de collecte érigés dans chaque village et quartier de ville. Il s'effectue sur présentation de la personne recensée et donne lieu à la collecte sur des kits. C'est un ensemble composé de micro-ordinateurs, de capteurs, etc. Et sur des fiches spécifiques des informations biométriques et aux données personnelles qui n'ont pu être collectées lors du recensement porte-à-porte. On dit, nous voulons voir le fond de l'œil, les empreintes. Et c'est ça qui va nous permettre de réaliser une application de dédoublonnage. C'est une application qu'on réalise pour pouvoir comparer les empreintes. Ou bien, aujourd'hui même, l'informatique est très développée que les applications sont développées pour faire des comparaisons phonétiques. Il est en train de parler fond, il est en train de parler Yoruba. Ça, c'est bien. Maintenant, si on n'a pas fait tout ça là, on peut attendre quoi? Et on vérifie l'identité de l'électeur par la filiation. Frère, même père, même mère, père, mère, sœur, même père, même mère, l'âge, la nationalité. Et ça permet de capturer les photos, les mains, voilà. Et d'autres informations, je pense qu'ils en ont parlé suffisamment. Maintenant, on a dit que les personnes qui portent des handicaps, il ne faut pas, c'est la loi qui l'a dit. Mais seulement que le capteur qu'ils ont amené, c'est des capteurs one by one. C'est-à-dire qu'en principe, aujourd'hui, on fait des capteurs 4-4-2. C'est-à-dire les 4 et les 2 autres. Mais eux autres, ils ont fait 1-1-1. Parfois, ça prend du temps. Le monsieur est fatigué. Et avant de venir, il a déjà pris clé, il a pris à clacou. Et il y a l'huile. Donc, il dit, je ne peux pas le faire. Bref. Donc, on peut... Maintenant, pourquoi faut-il réviser? La loi l'a dit. Comme les élections locales ont été réalisées, ou bien les élections présidentielles et législatives, ça fait déjà 2 ans. Donc on doit auditer Clotaire. Seulement c'est la méthodologie que nous allons voir. On y va.
Bien. Bon, comment peut-on réviser la LEPI? La révision de la LEPI consiste entre autres à intégrer dans la base les électeurs ayant ou devant atteindre l'âge électoral. Donc ils ont pensé que c'était ça. Si ce n'est pas que certains hommes politiques ont commencé par dire « Ah non, il faut réviser », ils ont dit « Non, on va faire la révision en salle ». Si c'est les 18 ans et plus, alors qu'on a déjà recensé les 8 ans et plus, il faut développer une application. On a dit « Non, non, il y a encore autre chose ». Intégrer les grands absents. Je suis béninois, j'ai été à Ouaga. Lors de l'élection présidentielle, j'ai été fait 8 mois. Si je reviens, je suis citoyen. On doit m'intégrer. Il faut qu'on m'intègre. Donc, on doit intégrer les grands absents. Enregistrer des électeurs déjà recensés et non enregistrés lors des élections présidentes. On vous a dit qu'il y a des milliers de personnes qui ont été recensées. Et parce que les capteurs n'ont pas marché, parce que les kits ont été cachés, ils n'ont pas été enregistrés. C'est le moment plus que jamais de les enregistrer. On a dit que lors de la cartographie censitaire, il y a des hameaux qui ont été rattachés à des villages fictifs. Vous savez pourquoi? On a retrouvé des populations du Mono dans l'Ouémé ici. Lors de la cartographie, on a envoyé une grande partie de Porte-Novo dans Adjara. Or, pour l'élection locale, d'abord, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on doit répéter ça. C'est pourquoi je félicite les autorités au plus haut niveau du PRD et tous ceux qui sont ici. Si vous êtes ensemble à votre maire, si son centre de vote est rattaché à une autre localité, et si vous êtes candidat pour l'élection locale chef de quartier, elle ne va jamais voter pour vous. Et c'est ça le problème fondamental. Elle ne va jamais voter pour vous. Ça, c'est une anomalie. Deuxième anomalie, il vient, il rentre dans la base, il dit dans l'OME, il y a 200 000 personnes. Si vous ne demandez pas la liste nominative, s'il y a 51% de femmes et 49% d'hommes, on peut mettre des cheveux partout, des boucles d'oreilles, et vous donnez 70% de femmes. Et les cas là, peut-être que c'est des femmes de la Takora, vous aurez des problèmes. Donc c'est pourquoi il faut bien vérifier. Radier les électeurs décédés, quelqu'un l'a dit, nous n'avons pas l'habitude de déclarer nos morts. Et même si on a l'habitude de déclarer nos morts, qu'est-ce qu'on dit souvent? Fille papa yalada. Alada, fille oh, non, papa yalada. Maman, c'est où le pédaro? Donc on ne veut pas dire il est décédé, il est ceci. Donc c'est pourquoi l'une des erreurs commises lors de la cartographie censitaire, c'est de ne pas associer les élus locaux. Toutes les erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lors de la cartographie, est-ce que les coordonnées géographiques de cette localité ont été prises? Non. Est-ce que les coordonnées ont été mal prises? Oui. Ah, si les coordonnées ont été mal prises, il faut aller chercher les coordonnées de cette localité avant de ramener le village dans la base. Et c'est ça qui a manqué à ceux qui ont géré la ligne. Parce que lors des prises des coordonnées géographiques, comme les gens n'ont pas été bien formés, c'est comme les photos numériques. Parce que GPS, c'est Geographic Position System. C'est un système de positionnement de la localité. Vous pointez le milieu ou bien les 4 points cardinaux. Si vous ne le faites pas comme ça, plat. C'est parti. Et tous ces villages qui sont partis, il faut avoir leurs coordonnées. Les coordonnées sont aujourd'hui à l'INSAE. L'INSAE n'a pas été associé. Comment voulez-vous que ces villages reviennent? C'est pourquoi la cartographie s'est arrêtée au niveau de l'arrondissement. Vous ne pouvez pas avoir les cas de villages aujourd'hui. C'est pourquoi on a rattaché des hameaux, on dit 35 villages non identifiés. Est-ce que c'est effectivement 35? Nous allons dire au moins 35. Parce que lorsque nous serons sur le terrain, on va voir les villages qui n'ont pas été identifiés, qui n'ont pas été cartographiés. Donc les erreurs enregistrées lors de la cartographie censitaire se présentent comme suit. Les mauvaises prises des coordonnées géographiques. J'en ai parlé, des localités se sont retrouvées ailleurs. La non prise en compte des couches inférieures inexistantes des cartes des villages, des quartiers de ville et des hameaux. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut prendre votre quartier, on dit que c'est rattaché à Sévékodi. Vous ne serez jamais élu local de Konovo. Jamais. Vous pouvez sauter, ce n'est pas possible. L'omission de plusieurs villages, moi j'ai dit au moins 40. L'absence de relevé géoréférencé des délimitations officielles des villages et quartiers de ville. Par conséquent, des couches, blocs, hameaux sont parfois associés aux mauvais villages. L'association partielle ou pas du tout des élus locaux. C'est le chef de quartier qui va dire, là s'arrête mon domaine. Au-delà, c'est celui de mon voisin. Et là, ça va vous permettre d'avoir les limites précises des villages.
Le non-respect des périodes de réalisation de la cartographie censitaire. On dit pas opérationnel, et pendant la saison des pluies, on est venu dans l'OMS. On ne réalise jamais la cartographie censitaire pendant la période des pluies. Ça ne se fait pas. Elle est arrivée ici pendant la période des pluies. Comment on va prendre les coordonnées géographiques? Comment on va avoir les limites? Ce n'est pas possible. Le mauvais recrutement des agents cartographes. Pour recruter les agents cartographes, en 1979 et 2002, nous avons dit au moins le niveau BEPC. Mais maintenant, c'est au moins le niveau BAC. Premier critère. Deuxième critère, être géographe, être cartographe à défaut géographe. Avoir participé à une enquête du genre de l'INSAE. Mais moi, j'ai été à Glasgow. Monsieur Daquin, il dit qu'il est cartographe, niveau CM1, ticketier, dans le marché de Glasgow. Comment vous voulez qu'il prenne? Pour la formation, il y a une formation en salle. Il y a une formation en salle. Après la formation en salle, on les envoie sur le terrain. Et ceux qui ont des difficultés à bien dessiner, à bien représenter, nous les prenons pour des agents énumérateurs. C'est quoi parmi eux? Il y a les vrais cartographes et il y a les agents énumérateurs. Les gens n'ont pas été formés. Comment vous voulez avoir une cartographie au point? Oui. Les erreurs enregistrées lors du recensement porte à porte. La non-maîtrise des repères des maisons. Les gens n'ont pas les fonds de carte. Donc au lieu de faire un recensement porte à porte, ils ont fait un recensement sélectif. La non-maîtrise des repères des maisons et des coordonnées des ménages. Les agents recensés ne disposent pas suffisamment d'informations sur les maisons. La non-association des élus. Je dis, ah bon, on ne nous a pas associés. Ici, c'est Gangban. Ici, c'est Pampan. Donc, voilà. Et ils ont fait des sauts. Le recensement porte-à-porte n'est pas exhaustif. Alors que lorsqu'on a fini le site comme ça, et nos amis, ils sont partis s'installer au nord. Et vous avez vu, la population d'une ville a dépassé la population d'une grande ville. Et la seconde raison, on va vous dire tout à l'heure, vous allez voir dans les erreurs. La variation au niveau des effectifs de population. On a dit, pour le faire, vous allez vous baser sur les données existantes. Les données existantes sont à l'INSAE. On n'a pas associé l'INSAE. Ils n'ont pas de données existantes. Ils ont dit tout ce qui est fait là, c'est bon. Le non-respect de certaines dispositions de la loi, c'est ça. On dit le recensement porte à porte. Nous, on ne recense que la population de droit. C'est vrai, lorsqu'on nous demande de recenser la population de fait, on le fait. La population de droit, ça veut dire c'est résident, présent ou absent. Si nous sommes ici, on doit faire un recensement. Moi, Michel, je ne serai pas recensé parce que je suis visiteur. Parce que déjà à Cotonou, dans mon ménage, on va me recenser comme résident absent. Ils ont recensé résident présent, résident absent et visiteur. Et il y a eu beaucoup de doublons. Deuxième aspect, comme Tonton Pillon, c'est mon député préféré, j'irai voter pour lui là-bas. Et il y a eu des déplacements massifs d'une localité vers une autre localité. Or, avant de faire ce déplacement, la loi l'a prévu. On n'a pas respecté la loi, si bien qu'on a observé des gonflements de population spontanés, alors qu'il n'y a pas eu de mouvement. C'est très grave. Oui. Bien, les erreurs enregistrées, répétition lors de l'enregistrement. Il y a le mauvais chargement des kits. Comme les gens ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent, ils ont pris 2 ou 3 informaticiens bien formés, je ne sais pas, plus ou moins bien formés, mais les autres, on les a formés en quelques minutes. Si bien que lorsqu'ils chargent, ils ne sécurisent pas, et à destination, on ne voit plus les données. Les données disparaissent. Même à la saisie, ils ont des difficultés. Les données disparaissent. Vous allez retourner sur le terrain et dire non, on va faire un truc manuel. Donc, il y a eu beaucoup de bouleversements. Il y a la non-sécurisation des données, les erreurs multiples lors de l'extraction. Et là, c'est très grave. Au lieu de développer une bonne application pour extraire, on ne l'a pas fait. Et lorsqu'on veut vider, je vais dire parce que c'est le terme que tout le monde utilise, pour vider, on prend commune C, les données et on vide dans commune A et commune. C'est pourquoi vous avez retrouvé des populations de Roubaix dans le Bordeaux, des populations de Foufou dans le Roubaix.
Bon, il y a aussi la non-existence de signature pour attester. Normalement, lorsque c'est bien fait, à la fin, vous signez, vous attestez, pour dire c'est ça. Si bien que tous ceux qui veulent venir vérifier, vérifient effectivement. Mais on ne l'a pas fait parce que personne ne veut être responsable de ces erreurs-là. Et il n'y a pas d'option de reconnaissance faciale. Donc, si on ne prend pas vos empreintes, on se dit, c'est pas grave, on peut afficher la liste comme ça. C'est pourquoi on voit Marc-Renaud Michel sous une fille Théodora avec les cheveux. On dit comment? Pourquoi on me met ça? Une fille de 18 ans, Marc-Renaud Michel, 45 ans. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs comme ça. Et l'application qui a été développée, je peux mal parler, les informaticiens sont là. C'est-à-dire le matching, nous statisticiens, nous avons notre langage, on dit qu'il faut choisir une variable stochastique. C'est-à-dire qu'il faut dire 0 là, c'est bon. 1, ce n'est pas bon, et là, le traitement est facile. 0, ils ont trouvé 1, 2, 3, 4, 6, 101, 108, si bien que c'est un mélange total. Et pour éliminer les doublons, ils ont des difficultés et ils ont abandonné. Donc, le dédoublement n'a pas été fait. Or, lorsque le dédoublement n'est pas fait, on ne peut pas donner un identifiant unique à chaque électeur. Aujourd'hui, chaque électeur n'a pas un identifiant unique. Oui, vous pouvez partir. Maintenant, considérant les multiples erreurs, il faut procéder à une correction. Il s'agit de voir si la réalisation des différentes phases est conforme aux normes internationales reconnues d'une part, et d'autre part de procéder à l'identification des erreurs enregistrées lors des différentes phases. Si nous n'identifions pas toutes les erreurs pour dire un audit ou bien on va auditer seulement la base, il faut auditer la base. Nous on appelle ça les travaux en salle. Mais le plus important, c'est les travaux de terrain. Il faut écouter les populations, les élus locaux. Quelles sont les différentes erreurs? Et lorsqu'on va revenir en salle, confronté avec les erreurs de la base, je pense qu'on va sortir une méthodologie appropriée. Et cette méthodologie, on va la tester. C'est ce qui a manqué à toutes les différentes phases. Quelqu'un l'a dit, on doit mettre ça dans les recommandations. À la fin de la réalisation d'une phase, on doit réunir tous les acteurs, opposition, mouvement, société civile, tout le monde va visualiser. Et maintenant, on valide. Et après, il faut trouver une commune ou bien un arrondissement témoin, même pour l'audit dont nous parlons là. Lorsque nous allons arrêter la méthodologie, nous allons retenir une commune témoin. Tester la méthodologie sur la commune témoin, et lorsque la méthodologie sera concluante, on va l'étendre à toutes les autres communes. Donc c'est ça que nous avons appelé l'audit participatif pour pouvoir passer en revue toutes les 3 étapes, la cartographie censitaire, le recensement, l'enregistrement. C'est vrai qu'il y a des trucs à réaliser à court terme très rapidement pour pouvoir aller aux élections. Mais après les élections, on verra ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir une liste crédible. Oui, vous pouvez y aller. Maintenant, à court terme, il y a la révision dans les meilleurs délais de la loi, ils en ont parlé. Il y a la mise en place d'un organe, ils en ont parlé, mais il y a l'ouverture dans les meilleurs délais d'une période de révision. Parce que lorsqu'on dit on révise la loi, on fait tout ça là. Si on ne nous dit pas, il faut de juillet à temps le faire, on ne va pas prendre les dispositions rapidement. Il faut que la période soit définie rapidement et qu'on associe. Parce qu'on a dit, la réalisation de la LEPI est issue d'abord d'une volonté politique clairement exprimée, d'un consensus entre la mouvance et l'opposition. Parce qu'au-delà des élections, c'est un outil de sécurisation, c'est un outil de développement, c'est un outil pour nous tous, c'est notre LEPI. Quelqu'un ne doit pas réaliser ça, on ne veut pas une LEPI monocolore. La comparaison des données aux estimations de l'INSAE, ça il faut le faire. Lorsqu'on dit ma localité en 2002 est de 100, et maintenant on me dit en 2012 la localité est de 1000, on va dire le temps de développement c'est 25 ans. Comment on peut passer de 100 à 1000? Est-ce qu'il y a des mouvements migratoires? Non. On va aller corriger. La révision des différents équipements, on va voir les kits. Les kits qui vont nous permettre de faire les enregistrements, là, les techniciens vont auditer aussi les kits. On va réviser, on va tester. On dit c'est bon. Tous les équipements, même les micros. S'il y a encore des bases qui sont dedans, on va visualiser. Si ce n'est pas une bonne base, on l'élimine. L'affichage et la diffusion sur Internet. Même